Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le dimanche 20 novembre et je continue ma petite balade à travers cet ouvrage d'Albert Camus, Le mythe de Sisyphe. Voilà. Alors c'est en lien avec la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net et selon laquelle, selon moi, l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Donc l'humanité a du sens, elle a un sens, une orientation, et va vers une perfection spirituelle. Et en fait, c'est le fait que ça soit spirituel, d'après mon analyse, euh, ça donne du sens à l'ensemble de la pensée sensée, de la pensée, euh, des pensées qui donnent du sens, c'est-à-dire les grandes spiritualités, voilà, qui pensent qu'il y a un sens, qu'il y a un principe créateur, que ce que nous faisons, que le chemin de l'humanité, que son but a quelque chose que nous ignorons, nous ne savons pas pourquoi nous allons vers cette perfection spirituelle, mais le fait d'y aller donne en somme du sens à l'ensemble de la création, pour moi. Et donc ça s'oppose à la théorie d'Albert Camus qui préconise de penser que le monde n'a pas de sens, que le monde est absurde, pour pouvoir vivre une vie de liberté, pour se libérer des entraves que le monde, que les pensées téléologiques, les pensées religieuses imposent finalement, ou voudraient imposer, ou préconisent, peu importe, à l'homme croyant, de vivre de telle et telle manière, de se comporter comme ci, comme ça, etc. Et donc, pour s'affranchir de ces contraintes, Albert Camus pense qu'il est plus sage de penser que le monde n'a pas de sens, qu'il est absurde, et en fait, qu'on doit y épanouir le maximum de sa liberté, le maximum de sa jouissance, de son plaisir, etc. Je vais commencer à lire, j'en suis à la page 109, la comédie. Juste avant, c'était le donjuanisme, et là, c'est la comédie. Donc, il y a une réflexion sur la comédie. Et donc, je lis et je découvre et je digresse en même temps. Alors, je vais commencer à lire ici. Voilà. L'acteur règne dans le périssable. De toutes les gloires, on le sait, la sienne est la plus éphémère. Cela se dit du moins dans la conversation. Mais toutes les gloires sont éphémères. Du point de vue de Sirius, les œuvres de Goethe, dans 10 000 ans, seront en poussière et son nom oublié. Bien sûr, mais, alors moi je commente, et je n'ai pas un plan établi dans ma façon de pratiquer. Donc, voilà, il faut... c'est pas forcément juste parce que ça tient pas compte de la totalité de l'ouvrage. Je vais critiquer des choses ponctuelles comme ça, mais c'est surtout un prétexte pour développer, pour préciser ma théorie téléologique. Donc, les œuvres de Goethe dans 10 000 ans seront en poussière et son nom oublié. Bien sûr, mais elles auront fait leur œuvre, les œuvres de Goethe. Elles auront fait leur travail pour l'humanité. Et si dans 10 000 ans, l'humanité, s'il lui faut encore 10 000 ans pour que l'humanité atteigne son ultime perfection, à mon sens, c'est une question de siècle. On est très proche de
de cet état de perfection possible, de cette ultime perfection. On a déjà construit toutes les structures pour fonctionner universellement. Bon, mais imaginons, même si ça prend encore 10 000 ans, l'humanité, elle a son temps, enfin, finalement, et même si son nom est oublié dans 10 000 ans, son œuvre aura permis à l'humanité d'être ce qu'elle sera devenue. Tout comme il y a 10 000 ans, les hommes qui agissaient dans cette humanité, qui sont nos ancêtres, nos grands-pères, tout ce qu'ils ont fait, nous leur devons. Et donc, même s'ils sont oubliés, en réalité, tout leur travail se retrouve dans ce que nous vivons aujourd'hui. Grâce à eux, nous sommes où nous en sommes. Et grâce aux humains d'il y a 100 000 ans, etc., etc. On peut remonter comme ça. Peu importe derrière l'ego, ça n'a aucune importance en réalité. C'est pour ça que l'important, c'est l'œuvre qu'on fait pour l'humanité. Je continue. Quelques archéologues peut-être chercheront des témoignages de notre époque. Cette idée a toujours été enseignante. Bien méditée, elle réduit nos agitations à la noblesse profonde qu'on trouve dans l'indifférence. Alors, c'est juste, mais c'est là où, malgré tout, mais bon, je suis obligé de critiquer. Normalement, je n'ai pas les moyens de critiquer le comportement et les agissements d'Albert Camus, qui je suis. J'ai pas, voilà. Et puis, on est tous dans l'ambiguïté, on est tous en dichotomie. Mais simplement, il se présente comme quelqu'un qui veut être dans la vraie pertinence. Mais s'il est dans la pertinence, si c'est l'indifférence, voilà. Donc les agitations, nos agitations, tout ce qu'on cherche, c'est indifférent d'une certaine façon. Je continue, admettons. Elle dirige surtout nos préoccupations vers le plus sûr, c'est-à-dire vers l'immédiat. De toutes les gloires, la moins trompeuse est celle qui se vit. Si c'est celle-là qui se vit, la logique aurait voulu que, par exemple, quand il va recevoir son prix Nobel à Stockholm de littérature, il y aille puisqu'il faut vivre l'instant présent. C'était légitime qu'il prenne la gloire de l'instant présent. Donc il va prendre la gloire de l'instant présent et le prix, qui est quelque chose qui va rester dans les annales, donc qui est futile pour lui. Le prix, la pérennité du prix, il devrait l'effacer. Il devrait dire, voilà, je vous démontre que ça n'a pas d'intérêt, la pérennité de ce prix, qu'on puisse dire un siècle après, voilà, Albert Camus a eu le prix de Nobel. Tout ça, c'est oublié. Moi, je viens juste pour prendre ce qu'il y a à prendre de plaisir dans cette journée et ce que j'ai à dire dans cette journée-là, les hommages que je dois rendre, etc. Ce qui est essentiel que je dise, d'ailleurs c'était essentiel ce qu'il a dit. Donc je viens de dire l'essentiel de ce que j'ai à dire parce que c'est le moment présent, mais le prix, voilà, ce que je ne veux pas, c'est ça, par exemple. Et ça, c'était cohérent. Je continue. L'acteur a donc choisi la gloire, parce que là, il traite de l'acteur, de la gloire innombrable, celle qui se consacre et qui s'éprouve tous les jours. La gloire innombrable, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui va vers... qui est là pour s'imposer dans
dans le temps, en somme. Il ne cherche pas cette idée-là. De ce que tous doivent un jour mourir, c'est lui qui tire la meilleure conclusion. Un acteur réussit ou ne réussit pas. Un écrivain garde un espoir, même s'il est méconnu. Il suppose que ses œuvres témoigneront de ce qu'il fut. L'acteur nous laissera au mieux une photographie, et rien de ce qui était lui, ses gestes et ses silences, son souffle court ou sa respiration d'amour ne viendra jusqu'à nous. Mais c'est là où il y a quelque chose. Et c'est caractéristique de la pensée de Camus. Voilà. Et c'est vraiment intéressant parce que je suis radicalement, mon état d'esprit est radicalement à l'opposé de ça. L'acteur, il est conscient d'agir pour les autres. Il n'est pas dans une... Évidemment que s'il agissait que pour lui, ça serait absurde, il serait réellement dans l'absurde. Mais quand il monte sur scène, il a la conviction qu'il sert ses frères humains au minimum, l'humanité dans son ensemble. Son œuvre va faire évoluer l'humanité, elle va permettre de faire évoluer les mentalités, etc. Il est conscient, absolument conscient, qu'il travaille pour au moins le public, son public, mais ça peut être vraiment, selon son état d'esprit, ça peut être pour l'humanité tout entière, s'il a vraiment une conscience globale du sens de l'humanité. Donc il est pas dans l'absurde. Là, c'est valable pour le narcissisme, pour celui qui ne peut pas sortir qui va sur scène juste pour jouir de cet instant. C'est comme ça qu'interprète Albert Camus cette chose. Et là, il se trompe en réalité, à mon sens. Il n'arrive pas à voir qu'il y a un sens supérieur dans l'action de l'acteur qui va au-delà de sa satisfaction personnelle, du plaisir qu'il passe. Donc, l'acteur nous laissera au mieux une photographie, rien de ce qui était lui, ses gestes et ses silences, son souffle court ou sa respiration d'amour ne viendra jusqu'à nous. Ne pas être connu de lui, c'est ne pas jouer. Et ne pas jouer, c'est mourir 100 fois avec tous les êtres qu'il aurait animés ou ressuscités. Quoi d'étonnant à trouver une gloire périssable, bâtie sur les plus éphémères des créations. L'acteur a 3 heures pour être Iago ou Alceste, Phèdre ou Gloucester. Dans ce court passage, il les fait naître et mourir sur 50 mètres carrés de planche. Jamais l'absurde n'a été si bien ni si longtemps illustré. C'est tout l'inverse de l'absurde, justement. C'est parce qu'il ne... c'est parce qu'il ne... c'est parce qu'il ne vise pas la gloire éternelle pour lui-même qu'il comprend le sens de son activité, le sens de son action. C'est le sens de son action qui le motive, c'est ce qui le fait vivre. Et ça, c'est vraiment incroyable. Alors, aux 2 spectres de la psychologie humaine, parce qu'en fait, ça me conduit à une réflexion psychologique de l'être humain. Aux 2 spectres, il y a d'un côté celui qui pense que son acte et qui motive toute son action pour la satisfaction de ce qu'elle va lui apporter, et le plaisir que ça va lui apporter, et l'instant qui ne peut pas sortir de lui-même, en somme, qui ne peut pas voir la conséquence vraiment de son action, comprendre qu'en fait, il travaille pour l'humanité. Même s'il le fait, quoi qu'il arrive, il est inclus dans cette chose-là. Mais lui ne peut pas le savoir, ne peut pas le voir tout d'abord. Il est obligé de voir le plaisir, de penser à lui-même, de penser au plaisir, à ce qui se passe, à la jubilation de l'instant, en réalité. Et à l'autre spectre, il y a ceux qui ne peuvent pas jubiler de l'instant, qui ont
un narcissisme totalement défaillant qui serait anéanti, un ego anéanti en somme, et qui ne peuvent voir que le sens de ce qu'ils font, qui ne peuvent que mettre leur travail dans le sens de cette humanité. C'est le saint en réalité. Voilà, celui qui va sacrifier son existence pour quelque chose dont il est absolument conscient. Albert Camus fait la même chose, mais il en est inconscient. Il n'est pas conscient de cette chose-là. C'est pour ça qu'il ne peut pas la mettre en avant. Il ne peut pas parler de ça en réalité. Alors que toute son existence, il l'offre à l'humanité. Et il l'offre à l'évolution de l'humanité, au chemin de l'humanité, et en plus, dans le sens exact de l'humanité, c'est-à-dire dans l'éthique, dans les grandes valeurs de l'humanité, de la générosité, de l'aide aux plus démunis, etc., dans le vrai sens spirituel de l'humanité. C'est ça qui est vraiment incroyable. Mais son narcissisme ne lui permet pas de s'en rendre compte. Clairement, quoi. Si, je pense qu'il s'en rend compte, mais là, dans ces mots-là, il se met à la place de l'acteur. Il regarde l'acteur, mais il voit pas l'acteur en réalité. Il voit pas la vraie motivation de l'acteur. Donc, passé le plateau, Sigismond n'est plus rien. 2 heures après, on le voit qui dîne en ville. C'est alors peut-être que la vie est un songe. Bien sûr, Sigismond n'est plus rien, mais parce que Sigismond a fait son travail. Ça a été transmis. Alors, c'est pas qu'il est plus rien, il sait qu'il a transmis, Sigismond. Donc, Sigismond, même s'il mange au restaurant et qu'il oublie cette chose-là, au fond de lui, il sait qu'il a accompli son devoir en somme. 2 heures après, on le voit qui dîne en ville. C'est alors peut-être que la vie est un songe. Mais après Sigismond vient un autre. Le héros qui souffre d'incertitude remplace l'homme qui rugit après sa vengeance, etc., etc. Alors, je vais un peu plus loin parce qu'il faut que j'aille un peu plus vite. Comment l'Église n'eût-elle pas condamné dans l'acteur pareil exercice? Elle répudiait dans cet art la multiplication hérétique des âmes, la débauche d'émotions, la prétention scandaleuse d'un esprit qui se refuse à ne vivre qu'un destin et se précipite dans toutes les intempérances. Bien entendu que l'Église ne pouvait pas comprendre l'importance du progrès de l'humanité. Et c'est ça qui fait... Là, elle est en train de vraiment, depuis un moment, et il faut l'avouer, c'est grâce à la laïcité, au travail de la laïcité. Et maintenant, l'Église a pris son recul, revient à sa vocation essentielle, c'est-à-dire le spirituel. Elle doit s'occuper de ça. Elle n'a pas à s'occuper... Qu'elle soit vigilante pour dire là, ça va trop vite, l'accélération du progrès, là, vous allez trop vite, c'est insupportable. Voilà, qu'elle essaye de freiner le principe de l'évolution, c'est son travail aussi, ça fait partie de son activité. Mais elle ne pouvait pas comprendre, même à cette époque d'ailleurs, elle ne pouvait pas comprendre le sens avant-gardiste de l'art, de l'artiste. Parce qu'en fait, c'est ça. Et c'est pour ça que voilà, et c'est pour ça qu'au final, Albert Camus a raison de se considérer avant tout comme un artiste. Parce qu'il ne se dit pas philosophe, il se considère comme un artiste. Et c'est juste, c'est plutôt cette chose-là qu'on devrait dire, même pour n'importe quel philosophe, en fait. Voilà, c'est pas... parce qu'en fait,
on est une sorte d'avant-garde, on amène l'avant-garde, on anticipe, et c'est en anticipant qu'on attire que l'humanité progresse, que l'humanité évolue. C'est les éclaireurs, ils vont là-bas en haut de la colline, les acteurs, les peintres, les philosophes, voilà, les musiciens, ils vont là-bas, ils font leur spectacle et ils attirent l'humanité jusqu'à là-bas. Au début, on voit ça un peu de loin, ça fait peur, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est l'art contemporain, c'est l'art qu'on ne comprend pas. Voilà. Et donc, et l'existentialisme était dans cette avant-garde. Elle ramène le corps au milieu de la scène. Et c'était déjà entrevu avec Freud, voilà, qui fait descendre en fait le regard de l'être humain. Les hommes regardaient au ciel, regardaient le spirituel, et voilà, Freud détourne ce regard et dit voilà, il faut regarder l'homme, l'intérieur. Maintenant, là, pour le moment, on est obligé de rapatrier le regard qui est allé vers l'avenir, vers la finalité de l'humanité. Tout ça, on n'a pas besoin de s'intéresser à ça. Maintenant, le temps, il est à venir s'interroger sur soi, venir travailler la psychologie humaine, soigner nos pathologies, etc., etc. Et ça, c'est ce qui fait que j'ai écouté une vidéo où Michel Onfray parle justement en sens Camus et essaye et démolit en plus Sartre et démolit Freud, etc., etc. Et il y a une méconnaissance, bien sûr, on peut aller chercher, pas par la petite bête, on peut aller chercher les travers de l'être humain, etc. Et sans compassion, parce qu'on peut le faire aussi avec compassion. On peut voir, ben oui, on peut juger qu'Albert Camus ne peut pas sortir a des difficultés de sortir, et ben, peut-être c'est totalement faux, mais on peut aller porter une critique comme ça s'il y a de la bienveillance derrière cette chose-là en même temps. On ne peut pas casser pour casser, on ne peut pas détruire parce que c'est justement le narcissisme, c'est-à-dire détruire pour prendre la place de l'icône, essayer de détruire une icône pour passer au-delà. Et ça fonctionne pas. Parce que une icône n'est pas là par hasard. On peut s'acharner éternellement à essayer de détruire la morale de Socrate. On la détruira pas. On peut essayer de détruire le travail de Freud en disant que c'était ça et son comportement et voilà, par la petite histoire. La petite histoire, elle est valable dans le vivant, à la limite. Si quelqu'un est déviant ou quoi que ce soit, on peut aller, c'est légitime d'aller le conspuer, d'aller, voilà, de le critiquer. Mais une fois que c'est parti, une fois que son œuvre est posée, elle est là, son œuvre. Alors, elle est critiquable, c'est critiquable. Il y a des choses qui sont critiquables, évidemment. Mais on ne peut pas passer sous silence l'apport de cette œuvre-là. Voilà. Après, bon, il y a des choses qui doivent être condamnées absolument, totalement, c'est clair. Mais le travail de l'œuvre dans l'humanité, on ne peut pas y échapper. Et donc Freud ramène ce regard pendant un temps, et ce temps psychologique, et les existentialistes ramènent la vie que les philosophes spirituels projetaient vers la finalité, de s'intéresser à cette évolution, faisaient du Hegel, etc.,
du Marx, etc., du Husserl, avec ce type de pensée qui était téléologique, et les existentialistes disent non, il faut aussi penser à l'existence. Mais la logique voudrait qu'il ne jette pas l'eau du bain, mais on ne peut pas faire autrement. C'est le mécanisme de l'évolution. Jusqu'à présent, hein, tous les mouvements s'imposent en détruisant le mouvement précédent. Voilà, les peintres expressionnistes, le néo-expressionnisme engendre l'art conceptuel qui veut plus du tout de peinture, qui va à l'opposé de ça et qui veut détruire le père en somme. Et puis derrière le conceptuel vont venir les cobras qui vont mettre des kilos de peinture sur les toiles, parce que, etc., etc. Donc chaque mouvement vient s'imposer sur la lutte du père, sur la contradiction avec le père. C'est légitime. Mais la logique voudrait... Alors, la logique, non, mais l'intelligence voudrait que on prenne le meilleur et on dise au père, c'est super ce que tu me donnes, et je rajoute ça. Voilà, je rajoute ma part, c'est celle-là. Voilà, je te remercie de ton appart, et regarde, grâce à toi, etc. Et je rajoute ça. Et c'est ce que devrait faire la religion, c'est ce qu'elle aurait dû faire. Le christianisme aurait dû dire, voilà, maman, en parlant du judaïsme, je prends tout ce que tu donnes, il y a des valeurs essentielles, mais il y a des choses que je conteste. Il y a des choses que je veux faire évoluer. C'est légitime que je veuille les faire évoluer. Donc j'apporte ça à cette évolution. Mais tout ce que tu m'as donné, ça et ça, c'est génial, c'est formidable ce que tu m'as donné, etc. Voilà. Et c'est la même chose avec la fille cadette qui arrive et qui dit, qui va dire à sa sœur aînée, moi je ne suis pas d'accord, j'aime ce que tu... D'ailleurs, c'est ce que fait le Coran. Il dit, il a quand même de l'affection et de la reconnaissance pour le christianisme, pour le judaïsme. Mais c'est clair que il faudrait que ça soit plus fraternel en somme. Mais l'humain, on ne peut pas le refaire. La fraternité, ça ne s'invente pas. C'est un moment. Peut-être que dans 50 ans, dans 100 ans, on parviendra à parler comme ça, à être dans l'empathie et dans la reconnaissance. On sera sorti du narcissisme, parce que justement, il faut sortir du narcissisme pour pouvoir ne pas être en destruction de l'autre pour briller. Pour briller. Donc, laisser la place de l'autre, pouvoir le contester, pouvoir critiquer des choses, etc., mais dans la bienveillance. Et ça, l'humanité va progressivement vers la perte de son narcissisme. Et parfois, il faut qu'elle aille dans l'excès narcissique, comme le néolibéralisme, c'en est un excès du narcissisme, mais cet excès est là pour le détruire. Tout excès est là pour s'auto-détruire en définitive. Voilà, quelqu'un qui va aller dans l'excès, un mafieux qui va monter dans le truc et qui va aller dans l'excès, il va chercher le moment où quelqu'un l'arrête, où quelqu'un va le détruire en somme. Voilà, il va chercher à se faire détruire. C'est un instinct. L'excès et je ne sais plus comment, si c'est la phrusis, il y a un terme grec, et ça serait bien que je connaisse tous ces termes pour les dire, mais voilà, je ne sais pas. Mais il y a ce terme de l'excès chez les Grecs, ben voilà, c'est auto-destructeur. Donc je continue. L'Église, alors, d'un esprit qui se refuse à ne vivre qu'un destin et se précipite dans toutes les intempérances. Elle proscrivait en eux ce goût du présent et ce triomphe de Protée qui sont la négation de tout ce qu'elle enseigne. L'éternité n'est pas un jeu,
Et elle enseigne l'Église le goût du présent, puisqu'elle est l'Église, voilà, puisqu'elle enseigne l'extase, l'idée de l'extase. L'extase, c'est le présent absolu, total, mais sans l'ego. Voilà. Mais simplement, elle ne le sait pas, elle ne le savait pas. Et elle ne savait pas l'importance du comédien, l'importance, etc. L'éternité n'est pas un jeu, un esprit assez insensé pour lui préférer une comédie a perdu son salut. Entre partout et toujours, il n'y a pas de compromis. De là que ce métier si déprécié puisse donner lieu à un conflit spirituel démesuré. Ce qui importe, dit Nietzsche, ce n'est pas la vie éternelle, c'est l'éternelle vivacité. Tout le drame est en effet dans ce choix. Ben oui, en même temps, c'est vrai, parce que la vie éternelle, c'est qu'une espérance. On n'est pas, c'est secondaire tout ça dans l'intérêt de la religion, du spirituel, je veux dire, c'est de penser, de pouvoir donner comme l'orientation de l'humanité, de pouvoir dire l'humanité a du sens, l'humanité a une orientation. Après la vie éternelle, que ça rassure celui qui doit frustrer son ego pour que ça soit, pour que l'humanité puisse tourner de la meilleure façon, donc qui soit obligé de se névroser en somme, pour que l'humanité soit douce, tempérante, que ça soit pas une foire d'empoigne, parce que si on était tous dans le narcissisme, ça serait un chaos absolu. Donc cette frustration de cette vie de ne pas être, la frustration de ne pas être Albert Camus, de ne pas vivre comme Albert Camus, de ne pas vivre comme les artistes, de ne pas vivre comme ceux qui vivent dans cette débauche, et ça met une frustration. Et donc évidemment, si on est dans ce spirituel, qu'on se frustre dans cette chose-là, l'espoir de vivre quelque chose, de vivre après, c'est une sorte de récompense à ça. C'est la façon de se récompenser. C'est comme la façon de se récompenser du narcissisme, du narcissique, c'est de jouir de la vie à chaque minute et sans embâche et d'avoir ce courage de vivre sa vie comme il l'entend et sans complexe, décomplexé en somme. Voilà. Adrienne le couvreur, sur son lit de mort, voulut bien se confesser et communier, mais refusa d'abjurer sa profession. Elle perdit par là le bénéfice de la confession. Mais bien, elle a bien sûr que et ça donne en fait le sens que sa profession, son œuvre, son travail avait du sens. Parce que si elle était dans l'absurde, qu'elle dise bon mais ça n'a pas de sens, donc j'ai joui d'être une actrice, j'ai joui chaque jour de tout ce que j'ai fait, etc. Mais le reste, donc j'abjure, puisque voilà, si c'est plus confortable pour moi, j'abjure ça. Non, au contraire, ça veut dire qu'elle était consciente qu'il y avait du sens à son œuvre, donc du sens à l'humanité. Parce qu'il n'y a pas une personne qui aurait du sens pour son œuvre dans un monde absurde. Non, c'est obligatoire que ça transmette l'œuvre, le reste. Et donc lui, il dit, donc Albert Camus dit, qu'était-ce donc en effet, sinon prendre contre Dieu le parti de sa passion profonde? C'est pas de sa passion profonde, c'est de son œuvre profonde. Et surtout à la fin de son existence, c'est plus la passion à la dernière minute de sa vie, c'est pas la passion de son œuvre qui était à l'œuvre, c'est le sens de son œuvre. Et c'est là où il y a quelque chose, il est toujours posé sur lui-même, Albert Camus. Il ne peut pas même penser l'état d'esprit de cette mourante, d'une mourante. C'est qui n'a plus rien à voir avec l'esprit, avec son état d'esprit, ou même l'état d'esprit qu'elle pouvait avoir quand elle avait 20 ou 30 ans. Voilà.
Et cette femme à l'agonie, refusant dans les larmes de renier ce qu'elle appelait son art, témoignait d'une grandeur que devant la rampe, elle n'atteignit jamais. Donc c'est bien ça, on s'en fout de ça. C'était son œuvre qu'elle a mis devant ses yeux. Ce fut son plus beau rôle et le plus difficile à tenir. C'est plus un rôle à ce niveau-là. Tout ça, c'est y a quelque chose qui. Il était jeune, Albert Camus, mais c'est voilà. C'est ces deux états d'esprit qui sont à l'opposé. Et c'est pour ça que je me demandais pourquoi j'étais en combat d'une certaine manière parce que c'est pas contre, avec le narcissisme. Pourquoi? Une grande partie de mon travail sur la mécanique universelle est en combat avec ce narcissisme. Parce que c'est les deux spectres de, 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 de l'état d'esprit de l'être humain. Et ils sont de même proportion. Il y a 5% de narcissiques et 5% de sains. Voilà. C'est comme ça, quoi. C'est de ceux qui vont mettre tout dans l'œuvre et de ceux qui vont mettre tout dans la jouissance de faire l'œuvre, dans le jouir de faire l'œuvre et l'autre dans le résultat pour la fraternelle de son œuvre. Et les deux sont aussi importants dans l'œuvre qu'il donne, parce que l'œuvre et il n'est pas dit que le saint apporte une œuvre qui est plus belle, plus importante, plus généreuse que l'œuvre du narcissique. Pas du tout. L'œuvre d'Albert Camus, et je pense globalement, elle est énorme. Et ce qui ne veut pas dire que... et je vais finir sur ça. Ça ne veut pas dire que dans la compétition avec... justement, pour revenir à ce que disait Michel Onfray, en dégradant l'image de Sartre, par exemple, sur des petits trucs de son existence, etc. Il ne s'est pas échappé, il n'a pas fait... Bon, enfin bref, des choses qui sont... C'est dommage d'en arriver à ce degré-là. Mais c'est deux mondes différents. Et je suis allé regarder un petit peu la vie de Camus. Camus, voilà. Le narcissisme, il est construit par la mère, à mon sens. Hein, c'est comme ça. C'est mon point de vue. Hein, attention, c'est de l'intuition, tout ça. C'est une grande part d'intuition. Mais le narcissique est construit par sa mère. La mère de Camus, pour Camus, c'était tout, c'était un dieu, etc. Donc, il est devenu dans cette chose-là. Pour Sartre, son enfance, alors que Camus parle de son enfance souffrante, elle était effectivement souffrante dans des choses, mais le structurel de l'amour, de la façon de pouvoir travailler ce narcissisme-là, qui va lui permettre de jouir de l'existence, il a été comblé chez Camus. Chez Sartre, c'est l'inverse. Il est d'une famille, il naît avec une cuillère en argent dans la bouche, comme il dit. Oui, effectivement, il vient d'un milieu truc, mais il est maltraité bien plus, à la limite. Et c'est ce qui va donner chez lui son refus de la bourgeoisie. Et au contraire, c'est le moins bourgeois. Alors, qu'il ait commis des erreurs en allant dans l'excès du communisme sans en voir le pire, mais c'est pas parce qu'on n'en voit pas le pire que le communisme n'a pas quelque chose de grandiose dans sa vision. Il y a des choses extrêmement contestables, mais on ne peut pas détruire le communisme avec l'eau du bain dans le truc, l'apport du communisme dans la chose. Il manque de clairvoyance, c'est tout, mais c'est hyper généreux d'aller dans cette vision-là, même si c'est une voie de garage, c'est une voie sans issue, effectivement, mais il est dans cette chose. Et donc,
Et, et donc, finalement, Sartre, malgré toutes ces ambiguïtés, euh, il y a à restaurer son image, il n'y a pas à détruire cette image-là. Et je pense que son œuvre, elle est vraiment elle est beaucoup moins empreinte de narcissisme, justement. Alors, le comportement, par contre, peut-être. Je ne connais pas toute l'œuvre d'Albert Camus. Mais là, dans ce que je lis, euh, voilà. Il y a celui qui a le narcissisme brisé et qui va essayer de le restaurer, ou peut-être des pires manières, hein, c'est possible, etc. Et puis celui qui est dans le narcissisme rayonnant. Et effectivement, il est plus dans l'héroïsme, Albert Camus, que Sartre, à mon sens, dans ce sens-là. Mais voilà, normalement, on devrait pouvoir voir que c'est les deux opposés d'un spectre qui construit cette humanité. Donc les voir avec humanité, savoir que c'est voilà, avoir de l'humilité et de l'humanité envers ces deux êtres. Même si on critique, la critique elle est saine, mais la destruction, la tentative de détruire une icône, c'est juste, c'est que du narcissisme, c'est juste pour prendre la place de l'icône, en somme. Voilà, et ça, c'est pas, il faut pouvoir vraiment se voir, effectivement, là, à ce moment-là, pour pouvoir rectifier le tir et donner la plénitude de ce qu'on est. Parce que tant qu'on ne prend pas conscience de ça, euh, c'est euh, c'est c'est radical ce qu'on fait, quoi. Voilà. Bon, je vais arrêter là. Et ben on l'a vu. Je pense que ça fera la totalité de la comédie, la comédia. Voilà, merci de votre écoute. À bientôt, si vous le voulez bien. Et n'hésitez pas à mettre des pouces pour améliorer la visibilité de cette chaîne. Voilà, merci. Au revoir.